Attendez. Mesdames et messieurs, les membres du comité stratégique du M5 RFP, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, à l'occasion de l'an 2 du M5 RFP, je voudrais saluer tous ceux qui étaient là à la place de l'indépendance le 5 juin 2020. Certains ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ils ne sont pas en vie. D'autres ne sont pas là à cause de divergences que je considère secondaires par rapport à l'objectif stratégique que nous nous sommes fixés. Changer notre pays. Je ne perds pas espoir qu'un moment viendra. Je le souhaite pas lointain, où nous allons nous retrouver. Comme hier, où des hommes politiques, des organisations de divers bords politiques, idéologiques, de parcours parfois contradictoires, sinon antagonistes, se sont retrouvés pour sauver le Mali. J'espère que dans un proche avenir, les Maliennes et Maliens de tous bords se retrouveront encore pour renforcer, pour accélérer la cadence du changement et de la refondation. Je voudrais vous saluer de la part des militants de Bougouni. Vous savez, je viens d'arriver de Bougouni directement ici, où une activité du gouvernement m'y a conduit. Et certains se sont plaints, je préfère le dire au comité stratégique, que vous aurez pu célébrer cet anniversaire à Bougouni ou dans toute autre ville de l'intérieur. Donc en tenez compte pour la prochaine fois. Je voudrais saluer la mémoire de toutes les victimes de la crise multidimensionnelle que notre pays vit. Priez en leur mémoire. Priez à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que la lutte du M5 aboutisse. Je voudrais saluer de façon particulière les officiers patriotes qui, au nom des forces armées de sécurité, ont arrêté la marche vers le chaos qui s'annonçait si le changement n'intervenait pas. Ils l'ont fait au nom de toutes les forces armées de sécurité. Comme tout processus politique, c'est comme un enfant, il y a eu une crise de croissance, des incompréhensions au départ. Et à la base de ces incompréhensions, peut-être le M5 ou certains du M5 ont aussi joué. Mais tout compte fait, à partir du 24 août 2021, le jour de la rectification, je pense que les forces armées de sécurité se sont définitivement réconciliées avec le peuple malien. Au départ, il est important de rappeler à chaque instant, parce que c'est le critère de vérité pour ce qui concerne le M5. Qu'est-ce qui a motivé le soulèvement? Le point de départ, c'est la crise électorale. Donc les Maliens ont dit, faisons en sorte qu'on minimise les risques de contestation des élections à l'avenir. Conclusion, un organe unique indépendant pour tenir les élections. Mais ça, c'était l'étincelle. Mais le fond, c'était quoi? C'était le désespoir. C'était les milliers de personnes qui mouraient. J'avais parlé du 24 juin, certainement, il s'agit du 24 mai 2021, le jour de la rectification. Je disais donc l'espoir
que les Maliens perdaient de jour en jour quant au recouvrement de l'intégrité du territoire national. Quant à l'arrêt des violences, donc amélioration de la sécurité. Deuxième revendication majeure. La troisième, c'est les réformes politiques et institutionnelles reportées depuis 20 ans. La quatrième, c'est la lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Mais cela se faisait aussi sur fond d'un désespoir sur une bonne partie des Maliens. Il s'agissait de l'enlèvement de notre regretté frère Soumaïla Cissé. Vous vous rappelez, dans les manifestations du M5, ça faisait partie des revendications. Quand on fait le bilan aujourd'hui, notre frère a été rappelé à Dieu, ça ce n'est pas la faute de la transition. Mais avant, les officiers qui ont parachevé la lutte du peuple ont pris leurs responsabilités. Ils ont payé le prix fort pour faire libérer Soumaïla Cissé. C'était une dette en quelque sorte qu'ils avaient vis-à-vis du peuple malien. C'est la première action qui nous avait convaincus que les incompréhensions de départ se résoudront tôt ou tard. Effectivement, le 24 mai, nous nous sommes retrouvés et comme le dirait là, on a joué carte sur table pour redéfinir les fondamentaux sur les bases de la transition devaient repartir. Et revenir donc aux fondamentaux à partir desquels le peuple s'était levé. Personne de bonne foi ne peut nier aujourd'hui que du point de vue de la sécurité, la situation s'est nettement améliorée. Personne de bonne foi ne peut dire que la lutte contre la corruption et l'impunité a été laissée à côté. Personne de bonne foi ne peut lier la volonté de réforme. Les assises nationales de la refondation sont tenues. Le Conseil des ministres du mercredi passé, le gouvernement a adopté le plan stratégique de la refondation sur 10 ans, son plan d'action sur 5 ans et son plan opérationnel à court terme sur 24 mois. Personne ne peut nier cela. Et donc quand vous prenez les objectifs de départ, tout n'est pas rose. Mais quand vous prenez le contexte international dans lequel la rectification a travaillé depuis 1 an, il y a des actes fondateurs, des actes stratégiques de la restauration de la dignité du Mali, de l'indépendance de décision de notre État, de sa souveraineté, qu'on ne peut pas avoir avec une calculette. Ça n'a pas de prix. Personne de bonne foi ne peut le nier aujourd'hui. Personne ne peut nier que les Maliens ont retrouvé le sentiment de fierté. De la risée du monde il y a quelques années, certains se moquaient de notre armée. Aujourd'hui, tout le monde, il ne se trouve pas une seule personne de bonne foi au Mali qui ne vous parle pas de la montée en puissance de l'armée. Et donc, au total, quand vous prenez les objectifs de départ et ce qui a été engrangé en 1 an, je pense que les militantes et les militants du M5 doivent être fiers des résultats obtenus. Mais cela ne pouvait pas se faire avec le M5 seul. Le M5 a eu un partenaire fiable. Ceux qui ont agi, ont parlé, ont décidé au nom des forces armées de sécurité. Je veux dire le président de la transition et ses compagnons. Le M5 ne peut pas réussir seul sans l'accompagnement du Conseil national de transition, avec à sa tête l'honorable colonel Malik Diaw. Il faut rendre à César ce qui est à César. Sans l'accompagnement du Conseil national de transition,
notre tâche aurait été impossible. Je comprends souvent dans les débats politiques, au Mali souvent les contradictions on les transforme vite en antagonisme. Or, la politique ne peut pas aller, la vie même ne peut pas aller sans contradiction. Récemment, le fait que le CNT exerçait sa mission légale de contrôle de l'action gouvernementale, en demandant au Premier de venir expliquer qu'est-ce qu'il a fait du mandat qui lui a été donné. Certains l'ont interprété comme une bagarre au niveau des institutions. Nous ne l'avons pas perçu comme ça. Au contraire, ça a donné l'occasion au gouvernement de s'expliquer et au Conseil national de transition de jouer son rôle. Certains reviennent souvent sur ce qui nous avait opposé au départ. Je pense que les choses ont été très claires. Nous sommes des hommes d'honneur et nos partenaires aussi sont des hommes d'honneur. Le jour où nous nous retrouvons pour retracer la trajectoire de la transition, c'était entendu que le malentendu au niveau du CNT, nous le mettons à côté et mettons le Mali au-dessus de nos prétentions personnelles. Et que le processus politique lui-même, s'il se conduit comme nous le voulons, résoudra le problème. Aujourd'hui, le président de la transition a décidé, au sortir des assises nationales, d'élargir le Conseil national de transition aux autres forces vives. Et je pense que le M5 RFP sera présent. À partir de ce moment, je pense que le malentendu est soldé définitivement. Et donc, ça ne peut pas servir dans le débat politique, comme j'entends certains le faire de temps en temps. Aujourd'hui, je reviens sur ce que je vous ai dit il y a un an, à la place de l'indépendance, le 4 juin 2021. J'avais dit ce jour qu'il faut que nous nous attendions à rencontrer des puissants vents contraires, des cercles de feu dans lesquels nous allons rentrer, des tempêtes de sable qui vont nous boucher l'horizon. Est-ce que ça ne s'est pas passé ainsi? Mais pourquoi on a tenu? On a tenu grâce à ce sur quoi les principales forces du changement se sont entendues dès le départ. Une transition inclusive. Vous vous souvenez, je disais, on ne doit laisser aucun Malien au bord de la route. Personne ne doit tomber. Ceux qui vont trébucher, ceux qui vont tomber, ceux qui vont être brûlés, nous devons les tenir par la main pour aller vers des rivages heureux pour notre peuple. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons être en position d'appeler à l'union sacrée. C'est la conviction du M5 dès le départ. C'est aussi les orientations données par le président de la transition. Une transition inclusive. Beaucoup de débats ont traîné souvent parce qu'on cherchait l'inclusion. À la date d'aujourd'hui, on le cherche. Depuis plusieurs mois. La loi électorale est sur la table du Conseil national de transition. Mais le CNT est en train de chercher obstinément l'inclusion. Le gouvernement l'a cherché. Quand il n'a pas pu rallier certaines forces, le président de la transition lui-même est descendu dans l'arène pour rencontrer les forces politiques et sociales. Ceux qui n'ont pas accepté, on a continué. Aujourd'hui, le CNT les appelle dans des écoutes. Donc, les deux pieds sur lesquels la transition marche, le gouvernement de transition et le Conseil national de transition sont en train de faire, chacun dans son domaine, le travail pour obtenir l'union sacrée des Maliens. Parce que c'est avec ça que nous pourrons face à l'adversité aujourd'hui. C'est avec ça que nous pouvons apporter le soutien dont nos forces armées de sécurité ont besoin. Et le 14 janvier 2022, notre peuple a montré de quoi il est capable. Je voudrais donc, à l'occasion de ce deuxième anniversaire du M5 RFP, lancer un appel à toutes les forces politiques et sociales, quel que soit ce qui nous a opposés avant le 18 août. Nous sommes tous des Maliens, qu'on se retrouve pour sauver l'essentiel. À partir du moment où aujourd'hui, je pense que personne ne discute plus le fait que la transition ne peut plus se ramener seulement aux élections. Il faut faire les réformes. Il faut que l'armée sécurise le pays. Il faut que la lutte contre la corruption et
et l'impunité atteignent un point de non-retour, à partir de ce moment, je pense que grand chose ne nous divise plus, sauf des problèmes personnels. Et ça, nous devons mettre le Mali au-dessus de ça. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la société civile malienne. Cette transition n'aurait pas réussi. Les réformes n'auraient pas réussi si la société civile, dans toutes ses composantes, n'avait pas décidé de soutenir la transition. Je voudrais saluer les syndicats, parce que beaucoup de choses ont été faites et d'autres choses seront en cours encore pour que les syndicats rentrent en conflit avec le gouvernement. Le gouvernement a fait tout ce qu'il peut et il va continuer à le faire. On n'a jamais vu un pays en guerre. Pendant la guerre, on diminue les salaires. Au Mali, c'est pendant que nous sommes en guerre que le gouvernement a consenti plus de 220 milliards pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Vous savez, l'homme, dès qu'il a atteint quelque chose, l'homme vit d'espoir. Donc ce qui est acquis, c'est normal que les syndicats se battent toujours pour un mieux-être. Ça, c'est la nature des syndicats. Certains voudraient transformer cela en une opposition, en antagonisme entre les syndicats et le gouvernement. Et les syndicats n'ont pas joué, dans leur grande majorité, n'ont pas joué ce jeu. Et vous vous souviendrez, lorsque l'embargo a été déclaré pour déstabiliser les institutions de notre pays, tous les syndicats ont dit, même ceux qui avaient des mots d'ordre de grave ont tous suspendu. Je voudrais saluer le monde syndical et lui demander de continuer à appuyer la transition. Parce que c'est à la fin de cette transition que nous pourrons redresser notre pays et l'ensemble des revendications de tout genre seront remises sur la table. Parce que ça fait 2 ans que notre pays vit de ses propres ressources internes. Beaucoup pensaient que ce n'est pas possible en Afrique. Ça fait 2 ans que nous avons équipé notre armée, plus que les 30 dernières années réunies. Ça fait depuis 1 an, depuis la grande offensive déclenchée le 28 décembre, que notre armée a détruit l'essentiel des sanctuaires des groupes terroristes. Pourtant, c'est les mêmes hommes, il y a quelques années, on disait qu'ils fuyaient, on disait qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est les mêmes hommes, c'est le même pays. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. On a eu un chef suprême des armées qui a une claire conscience que le principal outil d'exercice de la souveraineté de l'État, c'est les forces armées de sécurité, qui ont été mises au centre des préoccupations du gouvernement. Et le fait qu'il y ait l'unanimité aujourd'hui sur ça, c'est déjà un atout. Il y a beaucoup qui se moquaient de l'armée il y a quelques années. Les mêmes aujourd'hui, quand ils prennent la parole, même quand ils sont contre la tradition, ils disent oui, l'armée monte en puissance, mais ailleurs ça ne va pas. Mais ils oublient que le gouvernement, c'est un tout. Le Premier ministre ne dirige pas un département, le Premier ministre coordonne le travail gouvernemental. On prendrait le ministère de la Santé, on dirait les mêmes choses sur ce qui se passe en termes d'équipement. On vient de parler de Madame le ministre de l'Emploi et la fonction publique, les ministres de l'Éducation, les femmes qui sont dans le gouvernement, qui font honneur aux femmes maliennes. Je les appelle les Amazones du gouvernement. Vous pouvez prendre chacun des ministres. On ferait le même diagnostic. Souvent, vous entendez les gens dire l'armée monte en puissance, c'est bon, mais les autres secteurs, ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça. Quand nous avons économisé 100 et quelques milliards sur le train de vie de l'État, on vient de vous dire que les missions sont suspendues, beaucoup de gaspillage qui se faisait avant sont suspendus, on a économisé plus de 100 milliards. 50 milliards ont été affectés pour renforcer l'outil de défense. Plus tard, on y a ajouté 20 milliards, 70 milliards sur les 100. C'est une volonté politique. Parce que nous sommes conscients, le président de la transition en tête, que aussi longtemps que nous n'aurons pas changé les rapports de force militaires sur le terrain, aucune réforme n'est possible. Et donc, il y a les priorités.
Je voudrais donc saluer le M5. Et comme je dis, il y a une crise de croissance. Tous les mouvements sont comme ça. C'est comme les organismes, c'est comme les enfants. À un moment donné, il y a des malentendus, il y a des bagarres. Je souhaite, et c'est l'appel que je lance à tout le monde, tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont quitté le M5, sont fâchés, sont découragés, sont même déçus. Il faut qu'on leur tende la main. Il faut aller vers eux, parler avec eux. Je suis convaincu que ce qui nous divise est infiniment plus petit que ce qui nous a unis le 5 juin 2020. Ça, c'est le travail que le comité stratégique doit faire. Et vers les autres forces qui ne sont même pas... Parce qu'aujourd'hui, les Maliens ont dépassé l'organisation M5. C'est l'esprit M5 aujourd'hui. Et cet esprit-là, tous les Maliens se sont appropriés. Donc, tous ceux qui sont d'accord, avec l'investissement massif pour sécuriser le pays, tous ceux qui sont d'accord pour faire les réformes politiques et institutionnelles, tous ceux qui sont d'accord pour amener à son terme la lutte contre la corruption et l'impunité, tous ceux qui sont d'accord pour qu'on organise des élections transparentes avec les outils légaux qu'on doit avoir. Tout ceci aujourd'hui, c'est des forces du changement. Même ceux qui n'étaient pas au M5. Donc nous devons ouvrir les portes largement pour que dans un grand mouvement d'ensemble, notre peuple qui aujourd'hui fait face à une certaine adversité, on avait prévu de faire tomber le gouvernement en 10 jours. Grâce à la capacité de négociation et de discussion du président, nous sommes presque arrivés à terme. On était à 2 doigts de conclure un accord. Un grain de sable est venu perturber la machine. Certains ont pensé qu'en réalité, après avoir cherché à punir notre peuple, certains veulent l'humilier. Mais en fait, ils ne connaissent pas le peuple malien. Chaque fois qu'on a porté atteinte à son honneur, sa dignité, il a retrouvé les ressources internes pour se relever. Je pense que les Maliens doivent faire preuve de patience et faire confiance aux capacités de négociation du président de la transition, au respect qu'il a aujourd'hui au niveau du monde, malgré un certain narratif. Nous devons le soutenir pour que ce qu'il arrive à conclure avec ses homologues, que le peuple malien l'endosse et sur sa destinée sans hésitation pour restaurer l'honneur, la dignité, l'indépendance, la souveraineté, l'unité de notre peuple à la fin de la transition.